Bienvenue à notre exploration approfondie du jour. On plonge dans des extraits de Organizing Magic de Sandra Felton, un livre qui promet un chemin vers l'ordre en 40 jours. L'idée, c'est de trouver une sorte de magie dans l'organisation. C'est ça. Mais attention, comme le dit l'auteur, cette magie, elle sort pas d'un chapeau. Non, non. C'est à nous de l'activer. L'objectif, c'est pas la perfection absolue, mais plutôt de trouver des pépites, des astuces pour simplifier le quotidien, pour alléger un peu la charge mentale, quoi. Exactement. Notre mission, c'est d'extraire l'essentiel de ces idées pour mieux s'organiser, mais sans se mettre une pression folle. C'est tout à fait ça. Sandra Felton, qu'on surnomme The Organizer Lady, elle parle de son expérience perso en fait. Elle se décrit elle-même comme une ancienne messie, une personne très désordonnée. Ah oui, Et son message clé, c'est que l'organisation, c'est une action personnelle. C'est un choix proactif. C'est pas une fin en soi, mais plutôt un outil pour une vie plus sereine finalement. Il s'agit de reprendre le contrôle, mais intelligemment. alors justement, par où on commence? Felten, elle insiste d'abord sur un truc, trier, les conseils eux-mêmes. Ah oui, c'est intéressant ça. Elle raconte, avec pas mal d'humour d'ailleurs, avoir testé des astuces lues ailleurs, genre cuire du saumon au lave-vaisselle. Non? Sérieux? Si, si, plutôt particulier. La leçon derrière ça, c'est on garde que ce qui simplifie vraiment notre vie, pas ce qui la complique ou qui semble juste bizarre. C'est clair. Faut que ça colle à nos habitudes, quoi. Voilà. Elle parle même d'adopter une pensée intelligente, avec des affirmations du genre je suis trop avisée pour créer du désordre. Un peu d'autosuggestion. Hmm, pourquoi pas. Mais au-delà des astuces, la vraie base, selon elle, c'est de définir une vision claire. Ça, c'est le jour 2 de son programme. La vision. C'est-à-dire, Mais c'est une étape qu'on oublie souvent, mais c'est fondamental. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment en rangeant? La paix, plus de fonctionnalités, un espace qui nous ressemble, moins de stress? d'accord. Visualiser le but, en somme. Exactement. S'inspirer de magazines, d'amis, lister ce qu'on veut pour chez soi. Ça aide à, comment dire, à orienter les efforts. Sinon, on range un peu dans le vide, sans direction. Et alors, cette fameuse magie des personnes organisées dont elle parle au jour 5, c'est quoi leur secret? En fait, elle démystifie ça. C'est pas de la magie, c'est plutôt une combinaison d'habitudes. Ah, lesquelles? D'abord, économiser les gestes. L'exemple du café. Le préparer sans laisser traîner le pot de sucre, le filtre usagé sur le plan de travail. C'est l'idée de fluidité. Ok, logique. Ensuite, agir vite. Ranger un truc immédiatement, vider le lave-vaisselle dès qu'il a fini, pas le laisser attendre des heures. Mhm. Maintenir des routines simples, mais constantes. Et surtout éviter ce qu'elle appelle le oozing. Le oozing, ça veut dire quoi ça? C'est l'échouage, si on veut. Ces objets qui finissent là où ils ne devraient pas être. Les clés sur la table du salon, le courrier qui s'entasse sur le comptoir. Ah oh, je vois très bien. Le bazar qui suinte un peu partout. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est le lien qu'elle fait avec la perception. Elle dit qu'il faut apprendre à voir le désordre. Souvent, on s'y habitue. On ne le remarque même plus. On devient aveugle au chaos ambiant. Exactement. Son astuce du rouleau de papier toilette vide pour regarder son intérieur comme avec une longue vue. Oui, j'ai lu ça, c'est drôle, ok. C'est amusant, mais ça pointe vers un truc essentiel. Changer de perspective pour remarquer ce qui cloche. Sans cette prise de conscience visuelle, la motivation, elle vient pas forcément. Justement, la motivation. C'est souvent le nerf de la guerre. Comment on fait pour la trouver ou la garder? Alors, une idée qu'elle propose, jour 3, c'est d'utiliser un objectif positif et même social. Comme quoi, par exemple? Organiser une petite réception ou juste inviter un ami pour un café, ça donne un but concret et agréable. Ah oui, voir sa maison comme un lieu de partage, pas juste un endroit où on dort et on mange. Tout à fait. Ça peut aider à dépasser cette peur d'inviter qui est parfois liée au désordre, hein. Elle conseille d'y aller doucement, commencer petit, ranger juste les zones visibles au début. Pas bête. Et paradoxalement, la motivation peut aussi venir de l'inverse, l'agacement. Jour 7. L'énervement? Oui, cette frustration profonde de jamais trouver ses clés, de paumer une facture importante, d'être toujours en retard à cause du bazar. Felton dit, faut pas ignorer cette irritation, faut la canaliser. La transformer en énergie pour agir? C'est ça. C'est reconnaître que le désordre a des conséquences pénibles et que s'organiser finalement, c'est aussi prendre soin de soi, arrêter de subir.
Oui, c'est une forme de respect de soi. Mais bon, il y a aussi l'ennui, la léthargie face aux tâches ménagères répétitives. Jour 7, ça c'est dur à combattre. C'est clair. Alors là, elle donne plusieurs trucs assez classiques mais efficaces. Mettre de la musique entraînante, évidemment. La base. S'engager publiquement. Dire à quelqu'un, ce week-end, je m'attaque à ce placard. Ça met une petite pression positive. Ou se promettre une récompense après. Voilà. Ou alors coupler la corvée à un truc agréable. Écouter un podcast passionnant, un livre audio en faisant le ménage. C'est un peu hacker son cerveau, quoi. Rendre l'inéluctable plus sympa. Tout à fait. Et dans tout ça, la patience, c'est crucial. Jour 9. Il faut accepter de tâtonner un peu. Trouver le bon système pour soi, ça prend du temps. On peut se tromper. On n'est pas obligé de réussir du premier coup. Non. Elle raconte ses propres essais pour organiser ses pots de peinture, par exemple. Elle a testé plusieurs trucs avant de trouver le bon. L'important, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Et elle met en garde contre certaines pensées, non? Oui, les pensées défaitistes du genre oh, je ferai ça plus tard » ou bof, c'est pas si grave ». Il faut consciemment les remplacer par un allez, fais-le maintenant ». C'est un vrai entraînement mental. Parfois, elle va même plus loin, elle parle d'une sorte de colère saine contre le désordre, jour 10. Oui, c'est intéressant ça. C'est pas une rage destructrice, hein, mais plutôt une détermination ferme pour changer des habitudes vraiment ancrées, comme celle de tout garder au cas où. Elle donne un exemple là-dessus, je crois. Oui, celui de Linda, qui décide de jeter les objets plutôt que de chercher absolument à les donner à des œuvres de charité. Parce que cette obligation de donner était devenue un blocage, ça l'empêchait d'avancer. Ah oui, parfois le bien faire peut devenir un obstacle. Exactement. Il faut affronter ce qui nous bloque vraiment, même si c'est pas confortable. Et devenir aussi un peu moins tolérant envers les objets qu'on n'aime pas vraiment, qu'on garde par défaut. Les cadeaux ratés, les erreurs d'achat, Oser s'en défaire. voilà. Et toute cette idée de prendre soin de son environnement, ça culmine dans le concept de devenir sa propre bonne mère, jour 19. Sa propre bonne mère. Explique-nous ça. L'ordre, ça apporte un sentiment de sécurité, de confort. Ça chasse un peu la peur de perdre le contrôle. C'est comme une figure parentale bienveillante qui veille au grain. Donc, s'organiser, c'est répondre aux besoins de base du foyer, la propreté, avoir de quoi manger sainement, un lieu fonctionnel. Oui, mais aussi s'accorder du temps pour soi. Un bain, lire, se reposer, voir des amis. C'est cet équilibre entre s'occuper de son nid et s'occuper de soi. D'accord. Alors, si on passe aux stratégies plus concrètes maintenant, un point de départ important, c'est de comprendre son propre style d'organisation. Jour 6. Tout à fait. On n'est pas tous pareils face au rangement. Est-ce qu'on est plutôt du genre planificateur, listeur? Est-ce qu'on agit tout de suite là, le vigilant? Ou est-ce qu'on sait bien prioriser, le focuseur? Connaître ses forces pour mieux les utiliser et ses faiblesses pour les corriger. C'est ça. Et identifier les styles contre-productifs, comme l'esprit libre qui ne fait que ce qui l'amuse, ou le plaisant qui fait toujours passer les autres avant ses propres besoins de rangement. Se connaître pour mieux agir. Logique. Il faut aussi être lucide, dit-elle, sur ce qui nous bouffe notre temps aujourd'hui, jour 8. Les fameux voleurs de temps modernes. Ah oui, lesquels par exemple? Les attentes interminables au téléphone avec les services clients, les modes d'emploi hyper complexes pour un rien, les trajets qu'on pourrait éviter, la course pour les activités des enfants. Le temps passé devant les écrans aussi, j'imagine. Évidemment, la télé, Internet. Identifier ces trucs, c'est le premier pas pour chercher des solutions, déléguer, simplifier les trajets, regrouper les courses, limiter le temps d'écran, etc. Une autre stratégie qu'elle propose, c'est le plan B, jour 11, avoir de solutions de secours. Oui, parce que la vie, elle est pleine d'imprévus, hein. Une maladie, une surcharge de boulot. Avoir quelques backups prévus, ça évite la panique. Quelques exemples? Une sauvegarde de l'ordi, une lampe de poche qui marche et qu'on trouve facilement, un double des clés caché au bon endroit, quelques repas simples au congélateur. Pas besoin de tout prévoir, mais l'idée générale, c'est l'anticipation pour réduire le stress. Mais attention, elle précise bien, elle. C'est pas une excuse pour accumuler des doublons juste parce qu'on est désordonné. Non, non. C'est de la prévoyance organisée, pas une justification du bazar. Le leitmotiv général, ça semble être la simplification à fond. Le fameux KISS, Keep It Super Simple, jour 12. Garder les choses super simples. Comment on fait ça, concrètement? En choisissant toujours la voie la plus facile et la plus efficace pour soi. Réutiliser une serviette de toilette pour faire moins de lessive, prendre une couette facile à border, préférer les poêles anti-adhésives. Éviter les gadgets ou les innovations qui, en fait, nous compliquent la vie, même si c'est à la mode. Exactement. Elle donne son exemple des piles rechargeables qu'elle trouvait finalement trop contraignantes. Il faut être honnête avec soi-même. Et aussi appliquer l'idée de miniaturisation. C'est-à-dire, Choisir la plus petite taille qui suffit.
Un petit sapin de Noël, des moules à mufflines de 6 parts au lieu de 12 si on n'est que 2. Moins, c'est souvent mieux. Parlons d'un truc qui nous encombre tous. La boîte mail, jour 13. C'est un vrai casse-tête moderne, ça. Carrément. Alors, Felton propose une approche pragmatique. Déjà, avoir un bon filtre anti-spam. La base. Oser demander gentiment à son entourage d'arrêter les transferts incessants de mails mignons ou de chaînes. Ah, le courage. Supprimer sans pitié les mails suspects ou non identifiés. Répondre vite et court quand c'est possible. Utiliser des modèles pour les réponses fréquentes. Classer ce qui est important, j'imagine. Oui, dans des dossiers spécifiques. Et surtout, désactiver les notifications. Ah, Ne plus être esclave du petit pop-up. voilà. Vérifier ses mails à heure fixe quand on le décide, plutôt que d'être interrompu toutes les 5 minutes. Reprendre le contrôle de ce flux. Parfois, simplifier, ça demande aussi des décisions un peu radicales, genre 14. Oui, des décisions audacieuses, comme elle dit. Quitter un club ou une association qui nous prend trop de temps. Réduire le nombre d'activités extrascolaires des enfants si ça devient ingérable. Oser jeter le courrier publicitaire sans même l'ouvrir. Carrément. Aux États-Unis, elle donne même le service pour se désinscrire. En France, on a un stop pub, mais bon. L'idée, c'est de ne pas se laisser envahir. Ou ne pas exposer tous ces bibelots en même temps, mais faire une rotation. Exactement. Ou utiliser de la vaisselle jetable pour une grande fête si ça nous sauve la mise et le moral. Donner sans culpabiliser les cadeaux qui ne nous plaisent pas. Ce sont des choix libérateurs. Et pour gagner du temps sur le long terme, elle dit qu'il faut parfois en investir un peu maintenant, jour 15. Oui, c'est l'idée de l'investissement temps. Programmer les numéros abrégés sur son téléphone, ça prend 10 minutes, mais ça fait gagner du temps tous les jours. Faire une réparation solide plutôt qu'un rafistolage qui va lâcher. Voilà, anticiper un problème. Protéger un meuble de jardin neuf avant de le monter dehors. Planifier ses courses ou ses rendez-vous aux heures creuses pour éviter les files d'attente. C'est penser à demain. Ne pas sous-estimer non plus la force des petites actions répétées, jour 16. Ah, ça c'est fondamental. Le proverbe qu'elle cite sur les petits renards qui abîment la vigne. C'est la négligence des détails qui mine tout. À l'inverse, les micro-gestes constants font une grosse différence. Énorme. Ranger ses clés toujours au même endroit. Essuyer le lavabo après s'être lavé les mains. Mettre direct un nouveau sac dans la poubelle vide. Ces petits riens intégrés en routine, ça change tout. C'est réduire la friction au quotidien. On peut aussi, dit-elle, contourner les problèmes qu'on sait qu'on va rencontrer, jour 17. Oui, par l'anticipation. Choisir une housse de couette facile à mettre si on déteste faire ça. Utiliser un calendrier familial bien visible par tout le monde. Mettre des bons tapis à l'entrée pour la saleté. Cuisiner en double pour congeler. C'est de l'organisation préventive. Mais attention, il y a un piège inverse. L'extrémisme, le perfectionnisme, jour 18. Ah oui, ça peut être un vrai frein. Vouloir absolument tout recycler au point de transformer sa maison en centre de tri. Ou garder des trucs par peur panique de les regretter un jour. C'est ça. Elle raconte son histoire de vieille poêle en fonte, héritée jamais utilisée, qu'elle jette enfin. Et le lendemain, paf, une envie subite de faire du pain de maïs dedans. Le piège mental classique. Il faut trouver un équilibre. Toujours. L'organisation doit nous servir, pas nous rendre esclaves. Éviter d'y s'imposer toujours le mode parfait, la porcelaine fine, les serviettes en tissu, quand le simple et pratique serait plus adapté à la situation. Et quand une tâche nous rebute vraiment, qu'on la repousse sans cesse, la fameuse procrastination, elle a une méthode pour ça, jour 20. Oui, la méthode du gruyère, Swiss Cheese Method. Du gruyère, Faire des trous dedans, c'est l'idée. Au lieu d'attaquer la montagne d'un coup, on y fait des petits trous. Si c'est un manque d'infos qui bloque, on commence par chercher l'info, lire le mode d'emploi. rassembler le matériel nécessaire. Voilà, si c'est une répulsion, genre nettoyer le four encrassé, on peut commencer par juste regarder l'étendue des dégâts, sortir le produit nettoyant, le poser à côté. Des micro-étapes pour réduire l'appréhension. Exactement. Ça prépare mentalement, ça rend la tâche moins énorme, moins intimidante. Faut juste faire gaffe à pas multiplier les projets gruyères un peu partout dans la maison. Oui, commencer plein de trucs sans les finir. Elle met aussi en garde contre certains mots. Des mots de 4 lettres en anglais qui sont des pièges à accumulation au jour 22. Ah là, lesquels? Free, gratuit, sale, solde, cute, mignon, good, dans le sens ça pourrait servir, nice, joli. Des déclencheurs d'achat impulsif ou d'acceptation de choses dont on n'a pas besoin. Exactement. Si on n'avait pas prévu d'acheter cet objet, s'il ne répond pas à un besoin réel, faut résister à ces sirènes. La technique, admirer, reposer et partir. Différer la décision. Une autre technique qu'elle met en avant, c'est le swoop, jour 23.
C'est quoi ça? C'est le geste unique, fluide, ranger ou nettoyer quelque chose immédiatement, en un seul mouvement, sans le poser quelque part en attendant. Jeter la pub directement dans la poubelle en rentrant au lieu de la poser sur la console. C'est ça. Ranger l'outil dès qu'on a fini de l'utiliser. Essuyer la plaque de cuisson tout de suite après. L'ingrédient du sandwich direct au frigo. La condition, c'est que chaque chose ait une place définie et facile d'accès. Indispensable. C'est vraiment l'anti-housing par excellence, agir tout de suite. Il faut aussi, dit-elle, lutter contre la passivité jour 24. L'ordre, ça demande un effort, même minime, mais constant. Si on reste passif, le désordre revient forcément. Inévitablement. Et la frustration avec. Elle explore les raisons possibles de cette passivité. Ça peut être physique, émotionnel, lié à l'éducation, culturelle. L'important, c'est d'identifier la cause pour pouvoir agir dessus. Oui. Et elle insiste sur un point, l'action peut précéder le changement d'état d'esprit. On peut commencer à adopter les bons comportements, même si on ne se sent pas encore organisé intérieurement. Le behave yourself to success. Se comporter vers le succès. Intéressant. Elle utilise aussi des vieux dictons, jour 25. Oui, ils ont souvent du bon sens. Un point à temps en épargne, agir vite avant que ça dégénère. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. L'importance d'un système logique. Ne remets pas à demain. Prioriser et agir. Voilà. Elle nuance un peu le fais le bien ou pas du tout. Pour elle, bien ne veut pas dire parfaitement. Il faut adapter l'effort à l'importance de la tâche. Et elle a une astuce moderne pour le quotidien. Oui, déplacer certaines tâches du matin, souvent speed, vers le soir, plus calme. Préparer ses vêtements la veille, les lunchs des enfants, faire sa liste de tâches du lendemain. Ça allège le démarrage de la journée. Un dernier point de vigilance qu'elle aborde, ce sont les hobbies. Jour 26. Ah oui. Paradoxalement, nos qualités, créativité, curiosité, frugalité, peuvent nous entraîner vers le désordre si on ne met pas de limite. Le scrapbooking, les collections, le tricot, ça peut vite déborder, hein. Exactement. Si on accumule trop de matériel au cas où, si on achète sur un coup de tête sans projet précis, si on manque d'espace dédié, ça devient envahissant. Il faut canaliser son enthousiasme, définir des limites claires. Oui, avoir un espace de rangement et de travail défini. Acheter le matériel au fur et à mesure des besoins réels, pas pour stocker. Se rappeler que ça doit rester un plaisir, pas une source de stress supplémentaire à cause de l'encombrement. À mi-parcours de son programme, vers le jour 21, elle propose une sorte d'auto-évaluation. Oui, un petit test pour faire le point. Sans rentrer dans les détails des questions, l'idée c'est de s'évaluer honnêtement sur différents points. Notre rapport au désordre caché, notre capacité à attaquer les zones difficiles, comment on réagit si quelqu'un débarque à l'improviste. Voilà. Est-ce qu'on perd souvent nos affaires? Est-ce qu'on a une routine, même minimale? Comment on fait les courses? Est-ce qu'on se sent dépassé? Est-ce qu'on a du mal à jeter? Les piles de papier qui attendent? L'objectif, c'est pas de se mettre une mauvaise note, j'imagine. Non, pas du tout. C'est de gagner en clarté. Savoir où on en est vraiment, identifier ses points forts, ceux sur lesquels on peut s'appuyer, et les points faibles, où il faut concentrer les efforts. Une sorte de boussole pour la suite du parcours. Exactement. Pour ajuster sa stratégie, peut-être chercher de l'inspiration ailleurs, ou même réaliser qu'on aurait besoin d'un coup de main extérieur si ça semble trop compliqué tout seul. C'est une étape de lucidité. Bon, si on devait résumer un peu tout ça, distiller l'essence de ces idées de Sandra Felton, qu'est-ce qu'on retient? Pour moi, plusieurs choses. D'abord, l'importance cruciale d'adapter les méthodes à sa personnalité, à sa vie. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Oui, trouver son propre système. Ensuite, le rôle de l'état d'esprit est énorme, non? La motivation positive, la patience et même cette saine colère dont on parlait. Tout à fait. C'est beaucoup dans la tête que ça se joue. Et puis, évidemment, toutes les stratégies concrètes pour simplifier. La gestion des emails, les plans B, les décisions audacieuses, la gestion du temps. Et surtout, l'action. L'action constante, réfléchie, mais équilibrée. S'attacher aux petites choses sans tomber dans le perfectionnisme ou la passivité. C'est ça. C'est un processus continu, un cheminement. Pas une destination où on arrive et c'est fini. C'est un ajustement permanent. Le fil conducteur, c'est vraiment ça. Pas de baguette magique externe. La magie, elle vient de nos choix, de nos habitudes répétées. Absolument. Et pour ouvrir sur une réflexion finale, peut-être une pensée inspirée par la suite du livre qui aborde la technologie. On a vu qu'elle peut être une voleuse de temps, Oui, mais Felton montre aussi qu'elle peut aider. Pour les emails, les sauvegardes, les rappels sur l'ordinateur ou le téléphone. Alors, la question qu'on pourrait se poser, chacun pour soi, c'est quelle technologie qu'on a déjà à la maison, dans notre poche, pourrait-on mieux utiliser?
Non pas comme une distraction de plus. Exactement, mais comme un vrai levier pour simplifier notre organisation au quotidien. Est-ce qu'il y a une application, une fonction d'un appareil, un logiciel qu'on sous-exploite et qui pourrait nous aider d'une manière à laquelle on n'a pas encore pensé? Voilà une excellente question pour continuer à réfléchir après notre discussion. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette exploration.